Le cliquetis des boucliers, l'odeur de la sueur et du fer. La poussière se dépose sur les visages des hommes dont les corps ont depuis longtemps oublié ce qu'est le repos. Les guerriers de Rome marchent sur une route caillouteuse, parcourant 25 km par jour. Sur leurs épaules, 40 kg d'équipement. Derrière leur dos, une épée, un bouclier et une marmite. C'est précisément cette marmite qui décidait souvent si la Légion survivrait ou tomberait. En elle, bouillait ce qui les sauvait de la faim et de la fatigue. Une bouillie simple, mais presque sacrée, sans laquelle Rome n'aurait pas construit son empire. Mais comment un seul plat pouvait-il maintenir en ordre toute une armée? Et pourquoi les archéologues débattent-ils encore de quoi elle était précisément composée? La réponse n'est pas cachée dans les livres, mais dans les charbons de bois des anciens feux de camp, trouvés près de Naples et en Grande-Bretagne. Les légions romaines ne se contentaient pas de manger. Elles suivaient un rituel alimentaire strict, créé pour la survie. L'historien Polybe écrivait que la discipline ne commençait pas avec l'épée, mais avec la nourriture. Chaque légionnaire recevait du grain, environ 900 grammes par jour, mais pas sous forme de pain, mais sous forme de produits bruts, qu'il devait lui-même moudre, faire cuire et manger. C'était la pulse, l'épeautre romain, une bouillie de blé épaisse que l'on appelait le cœur de la légion. L'épeautre, pas seulement une bouillie mais une source de force lente, ces grains étaient broyés entre des pierres, puis mélangés à de l'eau, parfois avec du sel et des herbes. On obtenait une masse épaisse comme de l'argile et chaude comme l'Italie elle-même en était. Cette bouillie collante, visqueuse, les légionnaires la faisaient cuire directement sur les feux de camp. Elle sentait la fumée et la sueur, les arômes de la vie de camp. C'est en elle que se trouvait le carburant pour les marches interminables, pour les gardes de nuit et les batailles matinales. Le terme pulse ne désignait pas seulement un repas, mais un système. C'était un standard, comme un bouclier ou une lance. Un légionnaire individuel n'avait pas le droit d'exiger plus ou moins. Chacun recevait exactement ce qui était alloué selon la norme, établie dès l'époque du consul Camille au IVe siècle avant notre ère. L'épeautre devint non seulement un aliment, mais aussi un symbole d'égalité. Le légionnaire riche et le pauvre mangeaient la même chose. Et comme l'écrivait Tite-Live, Rome ne tenait pas sur le pain, mais sur la bouillie que ses soldats cuisinaient. Imaginez l'odeur d'un campement nocturne. Des torches de pois brûlent. La fumée se répand sur le sol. Quelque part au loin, on entend le bourdonnement d'une forge, où le fer est forgé. Et au-dessus des marmites s'élève de la vapeur, mêlée aux voix de centaines de personnes qui savent « demain sera difficile », mais les forces leur seront données précisément par ce simple mélange de grains et d'eau. Les découvertes archéologiques le confirment. Dans les camps romains près de Mayence, Carthagène et York ont été trouvés des restes carbonisés d'épeautre. Même après 2000 ans, ils ont conservé des microparticules d'amidon, une trace chimique de la discipline romaine. Dans chacun de ces vestiges, l'histoire de millions de pas et d'innombrables campagnes. Et pourtant, comment une nourriture si simple pouvait-elle remplacer tout le reste? Comment des guerriers privés de vin, de viande et d'huile parcouraient-ils des centaines de kilomètres et engageaient-ils le combat avec une force inébranlable? Peut-être le secret ne résidait-il pas dans la composition, mais dans le rituel. Chaque soir, ils préparaient la pulse non pas simplement comme un repas, mais comme une partie d'un rite, un acte d'unité, où toute la cohorte se nourrissait de la même manière. Cela transformait cette bouillie ordinaire en un symbole de l'armée où l'individu s'effaçait au profit du collectif. Mais un jour, ce rituel changea. Lorsque Rome devint un empire, de nouveaux produits apparurent dans le régime alimentaire des légionnaires et la simple bouillie céda la place à des plats plus élaborés. Pourquoi? Et comment le changement de régime alimentaire affecta-t-il la force de la Légion? La réponse se trouve dans ce que mangeaient les guerriers à la veille des plus grandes campagnes. De la Gaule à la Parthie, quand le destin de l'Empire dépendait d'une seule cuillerée de bouillie. Le fracas des pas sur les dalles de pierre, la poussière s'élève dans l'air, le soleil brûle et à l'horizon, seulement des lances scintillantes et un mirage ardent. Dans chaque havresac, à côté des armes et des ustensiles, un petit sac de grains. Ce n'est pas qu'une simple provision, c'est la vie. Sans cela, la Légion se transformait en une foule de condamnés. Le légionnaire portait avec lui environ 30 kg de charge personnelle et la majeure partie, non pas des armes, mais de la nourriture. Le grain, son armure contre la faim, son unique garant d'endurance. Chaque soir, dès que le camp était établi, le même rituel commençait. Les soldats creusaient des fosses pour les foyers, ramassaient des branches sèches et allumaient le feu, sans hâte, presque en silence. Ensuite, ils sortaient de derrière leur dos une petite marmite de fer ou de bronze. Cet objet était appelé patera,
une écuelle de campagne, dans laquelle ils mangeaient, buvaient et priaient. Elle n'avait pas d'ornement, mais elle valait plus que l'or, car sans elle, il était impossible de survivre. Le son avec lequel le grain tombait dans l'eau bouillante était un signal pour tout le camp. L'eau sifflait, se transformant en une bouillie épaisse. Les légionnaires y ajoutaient des herbes, de la coriandre, du céleri, parfois même une pincée de sel s'ils n'étaient pas épuisés. Et s'ils avaient de la chance, un morceau de lard ou de fromage obtenu dans le village le plus proche. Mais le plus souvent, seulement de l'épeautre et de l'eau. Le terme « posca » désignait la boisson avec laquelle ils accompagnaient cette bouillie. C'était un mélange d'eau et de vinaigre, acide, âpre, mais rafraîchissante. On l'appelait la boisson des soldats. Les biochimistes modernes le confirment. Un tel mélange étanchait effectivement la soif mieux que l'eau pure et prévenait les infections. Sous la chaleur de la Gaule ou de la Syrie, la posca sauvait plus que l'épée. Polybe écrivait que les légionnaires se nourrissaient avec austérité mais avec dignité. Ce régime, épeautre et vinaigre, formait leur caractère. Le goût de la victoire romaine n'était pas doux. Il était âpre, acide et chaud, comme leur nourriture. L'un des camps archéologiques près de Vindobona, l'actuelle Vienne, a conservé les traces de telle cuisine. Dans le sol, des dizaines de petites fosses de foyer ont été découvertes, et à l'intérieur, des morceaux de grains carbonisés. Au microscope, les chercheurs ont déterminé qu'il s'agissait d'épeautre et d'orge, précisément les céréales mentionnées par Tite-Live et Appien. Les Romains faisaient cuire leur bouillie partout où ils campaient, du nord de la Bretagne au Sahara. Et maintenant, une image importante. Imaginez une formation de 6000 hommes, fatigués, brûlés par le soleil, assis silencieusement en cercle, chacun à sa marmite. Ils ne parlent pas, ne se disputent pas, ne célèbrent pas. Seul le froissement des cuillères et le crépitement des feux de camp. Ce n'est pas un festin, pas un banquet. C'est un acte de survie, un acte d'unité. Ici, il n'y a ni esclaves ni maîtres. Ici, il n'y a que des soldats, et tous ont la même cuillère, le même goût. C'est précisément cela qui transformait des hommes dispersés, venus de différentes provinces, en une force unie, que même les archers à cheval partent craignaient. La bouillie devint une arme de discipline. Son uniformité tuait la faiblesse. Comme l'écrivait Tacite, le Romain apprenait la patience à la cuillère. La nourriture était minimale, mais stable. Même lors des campagnes où l'approvisionnement était interrompu, chaque guerrier savait « il y a du grain, et donc Rome ne s'effondrera pas ». Cependant, ce régime strict cachait aussi une autre facette. Les découvertes archéologiques montrent qu'à une période plus tardive, déjà sous Auguste, les légionnaires commencèrent à préparer la pulle non seulement à base d'épeautre, mais aussi de blé et d'orge. Parfois, ils ajoutaient de la viande, si la campagne le permettait. Ainsi apparut un nouveau plat, la pulse militaris, une bouillie militaire plus nutritive et plus épaisse. Ce n'était plus seulement un symbole d'égalité, mais un outil de survie lors des longues campagnes. Le terme frumentum, c'est ainsi qu'on appelait la ration de céréales qui était distribuée à chaque légionnaire. Une partie de la solde était même calculée à partir de celle-ci. Si un soldat perdait son grain, cela était considéré comme une faute disciplinaire, presque comme la perte d'une arme, car perdre sa nourriture, c'était se condamner soi-même et ses camarades. Les chercheurs modernes ont calculé. Une portion de pulse fournissait environ 2000 calories, suffisant pour parcourir 30 km avec un équipement complet. C'était l'équivalent énergétique des rations militaires modernes. Mais contrairement aux rations de survie modernes, la bouillie romaine exigeait des efforts. Il fallait la préparer soi-même. Ce n'est pas seulement de la nourriture, mais une épreuve de caractère. Et c'est dans cette constance la clé. Quand le soleil se couchait et que le bruit s'éteignait dans le camp, le Romain s'asseyait près du feu, puisait une cuillerée de bouillie épaisse et regardait les flammes. Il savait que le lendemain, il y aurait de nouveau une marche, de nouveau la chaleur, de nouveau la fatigue. Mais tant que la pulse bouillait dans la marmite, tout était sous contrôle. L'Empire reposait sur ce goût, lourd, fumé, mais donnant de la force. Avec le temps, la simple bouillie devint une mesure de l'endurance, presque un symbole de fidélité. Lorsque, à l'époque de Trajan, l'armée atteignit les frontières de la Mésopotamie, c'est précisément la pulse militaris qui l'aida à survivre dans les terres arides. Elle ne demandait pas grand-chose, seulement du feu et un peu de grain. C'était une nourriture conçue non pas pour le plaisir, mais pour la victoire. Mais pourquoi les Romains, possédant les terres les plus riches, ne s'offraient-ils pas le luxe de la nourriture même à l'apogée de leur puissance? Pourquoi leurs empereurs pouvaient-ils festoyer dans l'or, tandis que les soldats continuaient à manger de la bouillie, comme des pauvres? La réponse se cache non seulement dans la discipline, mais aussi dans la philosophie de Rome elle-même.
où la simplicité était considérée comme une vertu et le goût secondaire face au devoir. C'est précisément dans cette contradiction que naît le mystère qui explique pourquoi l'armée romaine est restée invincible pendant des siècles. La chaleur de midi, la poussière qui brûle le souffle. La colonne avance sur une route pavée de pierre encore sous Auguste. Devant, les porte-enseignes avec l'aigle de la Légion, derrière, les chariots de ravitaillement. On les appelle muli, mulets, mais ce ne sont pas des animaux. C'est ainsi que les légionnaires se nommaient entre eux, car chacun portait son fardeau, comme une bête. Sur les épaules, l'armure sur le dos, un sac de grains. Telle était l'essence du soldat romain, non seulement un guerrier, mais aussi un porteur de sa propre armée. Selon les règlements de Marius, fin du IIe siècle avant notre ère, chaque légionnaire était tenu de transporter avec lui jusqu'à 4 jours de provisions de grains. Ce n'est pas un hasard. La réforme de Marius a transformé l'armée d'une milice temporaire en une force professionnelle. Avec l'épée, le soldat a reçu la responsabilité de sa propre subsistance. Et c'est précisément à ce moment-là que la pulse est devenue non seulement de la nourriture, mais un symbole de l'autonomie du guerrier. Il n'attendait pas l'approvisionnement, il le portait sur lui. Le terme sarcina désignait l'équipement de marche complet du légionnaire. Armes, ustensiles, marmites et sacs de grains. Le poids total atteignait 40 kg. Seuls ceux qui pouvaient supporter une telle charge entraient dans l'armée. Ce n'est pas par hasard que les commandants disaient « La force de la Légion ne réside pas dans les lances, mais dans les jambes ». Et ce n'est pas une métaphore. Polybe écrivait explicitement que l'endurance romaine frappait les ennemis plus que leurs épées. La bouillie de pulse était au centre de ce système. Le matin, ils la mangeaient froide, le soir, ils en faisaient cuire une fraîche. Sans pain, sans huile, sans vin. Parfois, lorsque l'approvisionnement s'améliorait, ils ajoutaient un peu de lard de porc ou d'ail, mais le plus souvent, rien. Cette frugalité rendait l'organisme économe, le corps robuste et la volonté ferme. Tacite remarquait « Plus la nourriture est simple, plus lentement le guerrier meurt ». Imaginez, sous la colline de Marsa, où se tenait autrefois un camp d'entraînement, de jeunes recrues faisaient pour la première fois leur bouillie. La fumée piquait les yeux, et à côté, un centurion expliquait d'une voix rauque comment piler le grain, combien d'eau ajouter, comment ne pas trop cuire. Une erreur coûtait la nourriture de toute la journée. Cette compétence devenait une partie de leur entraînement militaire, au même titre que l'escrime et la formation. Le goût de cette bouillie, c'est le goût de l'endurance romaine. Pas salé, pas épicé, mais sourd et épais, comme la vie militaire elle-même. Les archéologues ont trouvé dans la forteresse israélienne de Masada des restes de vaisselle de légionnaires. Au fond des écuelles, des traces de grains grillés, des traces d'huile, de rares grains de sel. Même là, au milieu du sable et de la pierre, les Romains ne trahissaient pas leur tradition. Le symbolisme de la pulse allait bien au-delà de la nourriture. Dans l'armée, on disait « Celui qui mange la bouillie sert Rome. Celui qui demande du pain se sert lui-même. » Et ce n'est pas qu'une simple phrase. Dans une société où les patriciens régnaient par les festins et où le peuple recevait du pain gratuit, la nona, les légionnaires se distinguaient de la population urbaine. Ils mangeaient ce qui les rendait partie intégrante du mécanisme de l'Empire. Les données archéologiques du camp près de Karae, actuelle Turquie, montrent que dans les zones où se déroulaient de lourdes campagnes, les légionnaires remplaçaient souvent l'épeautre par l'orge. Cette variante était appelée pulse ordeacea. L'orge était plus grossière, mais donnait plus d'énergie. L'historien Végès écrivait que même la punition pour une faute consistait parfois à passer à un régime d'orge, c'est-à-dire que même le grain devenait une mesure de discipline, une récompense ou une punition. Mais la discipline n'abolissait pas l'humanité. Dans les lettres de légionnaires, trouvées sur des tablettes de bois à Vindolanda, dans le nord de la Grande-Bretagne, on trouve des lignes. « Envoie du sel et de l'huile. Ici, notre bouillie est aussi fade que l'herbe. » C'est la voix d'un être humain vivant, fatigué de la simplicité de la campagne, mais continuant néanmoins à suivre les règles. Le monde sensoriel du camp romain était particulier. L'odeur de la fumée, le croustillant des grains grillés, le goût aigre de la posca, le tintement des cuillères contre le bronze. Tout cela, les sons de l'Empire en marche. Non pas des trompettes triomphales, mais le doux bruissement de la nourriture, cuite en silence. Car c'est précisément cela qui nourrissait la machine de guerre romaine. Les études modernes montrent que le régime alimentaire du légionnaire, basé sur l'épeautre et l'orge, fournissait non seulement des calories, mais aussi un équilibre de minéraux nécessaires aux efforts intenses. Pas de hasard, tout était pensé. Même la simplicité avait un sens stratégique. Le grain ne se gâtait pas, ne nécessitait pas d'huile, ne dépendait pas de la chasse ou des livraisons.
Cependant, ce régime n'était pas éternel. Avec la croissance de l'Empire et l'apparition de nouvelles provinces, des ingrédients exotiques commencèrent à s'infiltrer dans le régime alimentaire: lentilles, pois chiches, huile d'olive. Non seulement la nourriture changeait, mais l'esprit même de l'armée. Avec l'abondance vint la faiblesse, disaient les vieux centurions. Et quand l'Empire s'étendit de l'Espagne à la Syrie, beaucoup se demandèrent: une armée habituée à la satiété pourrait-elle supporter les mêmes épreuves que ses ancêtres, nourris seulement d'épeautres? La réponse à cette question commencera à se révéler lors du prochain tournant de l'histoire, quand la nourriture du légionnaire deviendra le miroir du déclin de l'Empire. Quand la marmite de bouillie cessera d'être un symbole de force et se transformera en un rappel de la facilité avec laquelle la satiété tue la discipline. Le vent pousse le sable à travers le camp, le soleil décline, et sur le fond du ciel flamboyant scintillent les marmites de laiton. L'Empire n'est plus le même. Désormais, les légionnaires ne mangent pas seulement de l'épeautre, mais aussi du pain, de la viande, de l'huile d'olive. Leur régime est devenu plus riche, mais c'est précisément dans cette richesse que se cache une fissure que personne ne soupçonnait alors. L'historien Tacite écrivait que la mollesse commence par la nourriture, et l'armée romaine entrait pas à pas dans une ère de confort qui un jour l'affaiblirait jusqu'à ses fondations. Après les réformes d'Auguste, le régime alimentaire du légionnaire fut standardisé par province. Au nord, de l'orge, en Afrique, du blé. En Syrie, un mélange de céréales et de légumineuses. Selon les calculs de l'historien Goldsworthy, la ration quotidienne était d'environ 900 grammes de céréales, 30 grammes d'huile et un peu de fromage. Parfois, de la viande ou du poisson était ajouté si les réserves le permettaient. Mais la pulse militaris restait obligatoire. Sans elle, aucune journée ne commençait. Le terme culina castrensis désignait la cuisine de campagne de la Légion. Son organisation était strictement réglementée. Dans chaque camp de 10 tentes, contubernia, une fosse était allouée à un foyer commun. Le feu y brûlait toujours. Ce feu était transporté de camp en camp. Et c'est pourquoi on disait que l'armée romaine porte sa chaleur à travers toute la terre. On y faisait cuire la bouillie, sécher le pain, bouillir la posca. Même dans les montagnes d'Arménie ou dans les déserts d'Égypte, où il n'y avait pas de bois, les légionnaires cherchaient du crottin de chameau, juste pour ne pas laisser s'éteindre la flamme de la cuisine. Mais avec l'expansion de l'Empire, des recrues venues de provinces lointaines commencèrent à affluer dans l'armée. Gaulois, Germains, Illyriens. Ils apportèrent leur propre goût. Certains ajoutaient du miel à la bouillie, d'autres de l'ail. D'autres encore, même des morceaux de viande fumée. Progressivement, la nourriture perdit son ancienne rigueur. Les archéologues ont trouvé dans la forteresse de Doura Europos, sur les rives de l'Euphrate, des restes de poteries dans lesquels, avec l'épeautre, des traces d'épices, coriandre, poivre et même sésame ont été découvertes. Cela signifie que même aux frontières orientales de l'Empire, la bouillie romaine n'était plus la même. Elle se transformait en un symbole multiforme de la diversité impériale. Mais quelque chose dans cette diversité inquiétait les officiers supérieurs. Les légats écrivaient dans leurs rapports que les soldats étaient devenus plus exigeants, se plaignant plus souvent de la qualité des provisions. Autrefois, un Romain pouvait survivre avec seulement de l'épeautre et du vinaigre. Désormais, les guerriers exigeaient de l'huile, du pain, du vin. Une fissure était apparue dans la discipline. Un centurion, élevé dans les vieilles traditions, disait aux nouvelles recrues « L'Empire ne périra pas par l'épée, mais par l'estomac ». Cependant, on ne peut pas dire que l'armée se soit simplement relâchée. De nouveaux plats sauvaient parfois des vies. Dans le climat chaud de la Syrie et de l'Égypte, les soldats commencèrent à mélanger la bouillie avec des dattes et du miel, créant une nourriture rapidement assimilable, semblable à une barre énergétique moderne. Cette variante était appelée pulse dulcis, bouillie sucrée. Les données archéologiques confirment son existence. À Antioche, un récipient daté du IIe siècle de notre ère a été trouvé, contenant des restes de grains et de fruits caramélisés. Mais la principale différence de la nouvelle ère résidait dans le fait que la bouillie cessa d'être égale pour tous. Les centurions riches achetaient des produits supplémentaires, tandis que les simples légionnaires mangeaient ce que l'approvisionnement leur donnait. La nourriture redevint un indicateur de statut, et en cela, Rome revenait à d'anciennes habitudes qu'elle avait autrefois abandonnées. Le terme annona militaris, la norme d'approvisionnement de l'armée par l'État. L'Empire fournissait désormais le grain de manière centralisée, envoyant des navires de provisions d'Égypte et de Sicile. Mais la dépendance envers les approvisionnements se transformait en catastrophe si la chaîne d'approvisionnement était rompue. Lorsque sous l'empereur Septime Sévère, les troupes de l'Est se rebellèrent, les légions mangèrent pendant des semaines les seuls restes de vieux grains, aigris dans les cales des navires.
En désespoir de cause, les soldats revinrent à l'ancienne Pule, cuite sur des feux fumants à partir de grains carbonisés. Cette nourriture simple les sauva de nouveau. Ironie du sort, en période de crise, l'Empire survivait précisément grâce à ce qu'il avait tenté de fuir, à sa bouillie, grossière et honnête, comme la discipline militaire elle-même. Quand les routes étaient impraticables, quand les entrepôts brûlaient, seul ce mélange de grains et d'eau continuait à maintenir l'armée sur pied. Mais dans cette solidité se cachait aussi l'ombre d'une future défaite. Plus Rome s'éloignait de ses racines, plus grandissait le fossé entre ceux qui se souvenaient du goût de l'épeautre et ceux qui étaient habitués à la satiété. Dans la basse empire, les légionnaires ne préparaient plus toujours la Pule eux-mêmes, c'étaient les serviteurs du camp qui s'en chargeaient. Et avec cela disparaissait l'essentiel, la participation personnelle à leur propre survie. Tant que l'Empire grandissait, la bouillie de Pulse restait son cœur. Mais lorsque la flamme des foyers dans les camps commença à s'amenuiser et que la cuillère du soldat ne toucha plus sa marmite, quelque chose à l'intérieur de l'armée romaine commença à mourir lentement. Et au moment où les ennemis s'approchèrent du Rhin, personne ne se souvenait plus de la bonne odeur de l'épeautre, cuit par le vent froid, l'odeur d'une force qui n'était plus. La faible lueur des feux de camp se reflète sur les casques. Soir, 3e siècle de notre ère. L'Empire craque déjà de toutes parts. Au nord, les Germains pressent. À l'est, les Perses se lèvent. À l'intérieur, la sédition et la faim. Mais même maintenant, alors que l'ordre s'effondre, les légionnaires sortent toujours du grain de leur sac. Le temps a changé, mais le rituel est resté. Dans la vieille marmite, la bouillie bout de nouveau. Elle sent la fumée, les cendres et la terre brûlée, le goût de la guerre et de la faim. Ceux qui servaient alors aux frontières n'étaient déjà plus des Romains au sens ancien du terme. Parmi eux, des Syriens, des Illyriens, des Gaulois. L'Empire était devenu un mélange de peuples, mais la nourriture restait commune. Les données archéologiques des camps sur le Danube et le Rhin montrent qu'au IVe siècle de notre ère, les soldats mangeaient toujours un mélange de céréales, semblable à l'ancienne Pulse. Seulement, on y trouve désormais des traces de haricots et de lentilles, des substituts bon marché de l'épeautre qui commençaient à manquer. La nourriture elle-même reflétait la pauvreté de l'époque. Le terme panis militaris désignait le pain militaire, apparu dans les derniers siècles de l'Empire. Il était cuit dans des fours mobiles, faits d'argile et de bronze. Il était dur comme de la pierre et se conservait longtemps. Mais pour le cuire, il fallait du temps, du bois, de la farine. Quand cela manquait, les légionnaires revenaient à la bouillie. Ainsi, la Pulse devint un symbole non seulement d'endurance, mais aussi de déclin. Les historiens débattent du moment précis où ce rituel ancien n'a disparu. Certains disent que sous Constantin le Grand, l'armée est définitivement passée au pain. D'autres, que dans les garnisons éloignées aux frontières, la bouillie était encore cuite pendant des siècles. Mais tous s'accordent sur un point, c'est la nourriture simple qui a aidé à survivre pendant les temps les plus sombres. Même lorsque l'Empire perdait des villes et des légions, le grain restait le dernier espoir. Imaginez un camp romain tardif sous la pluie. La boue claque sous les pieds, les tentes sont affaissées, les guerriers se tiennent enveloppés dans des capes de laine. Au coin du feu, une marmite bout, et à côté, un centurion, vieux, le visage balafré. Il remue la bouillie en silence. Les jeunes soldats à moitié affamés le regardent. Et soudain il prononce « Tant que la bouillie bout, Rome vit ». Ce n'est pas un slogan, mais la vérité. La nourriture devint le dernier langage de l'Empire, compréhensible pour tous. Selon diverses sources, la dernière mention de la Pulse militaris se trouve dans les lettres d'un légionnaire de la Thébaïde, Égypte, vers l'an 460. Il se plaint que les livraisons de grains n'arrivent pas et que les soldats cuisent les grains avec de la poussière, comme nos grands-pères sous Camille. Dans cette phrase, un pont à travers 6 siècles. Le même goût, la même fatigue. Le terme anonae, dans le Bas-Empire, désignait non seulement l'approvisionnement, mais aussi un impôt, le grain étant prélevé des provinces pour l'armée. Cela conduisait à des révoltes, à la fuite des paysans. Pour nourrir les légions, l'Empire ravageait ses propres champs. Et de nouveau, la bouillie bouillait dans les marmites, mais cette fois elle ne sentait pas la victoire, mais la faim. Les traces archéologiques de ce déclin sont particulièrement éloquentes. Dans les anciens camps près de Ratisbonne et de Nicopolis, on trouve des restes de foyers où, au lieu de grains, il y a des tiges de blé carbonisées et des fèves calcinées. Cela signifie que les légionnaires cuisinaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Là où autrefois bouillait une épaisse Pulse, bouillonnait maintenant une sale potée. Mais même dans ce désespoir, quelque chose de majestueux persistait. Les guerriers continuaient à partager la nourriture équitablement. Le principe du contubernium, de la camaraderie, vivait en eux. 10 hommes par tente, une marmite pour tous, une cuillère passant de main en main.
C'était la dernière chose qui restait de la Rome antique, un sentiment de fraternité, scellé non par un serment, mais par une cuillerée de bouillie. Lorsque l'Empire d'Occident s'effondra en 476, la dernière légion sous le commandement d'Oreste se trouvait encore en Italie du Nord. Les chroniques rapportent qu'à la veille de leur capitulation, les soldats mangeaient du grain bouilli sans huile. Cette même bouillie, avec laquelle Rome avait commencé, fut aussi son dernier plat. Il y a une terrible symétrie en cela. De l'épeautre que mangeait le paysan de Romulus à l'orge que cuisinaient les soldats de la dernière légion, près de 5 siècles s'étaient écoulés. Mais l'essence demeurait, une nourriture simple, unissant des hommes qui tenaient bon même lorsque le monde s'effondrait. Et pourtant, paradoxalement, c'est cette simplicité qui survécut à l'Empire. Paysans, barbares, moines, tous adoptèrent cette méthode romaine de préparation des céréales. Ainsi, la pulse se transforma en l'ancêtre des bouillies européennes, des potages, et même de la polenta italienne. Mais en elle vit toujours l'esprit de cette même force, patiente, chaude, silencieuse. Et quelque part sous la couche de terre, parmi les ruines des camps de légion, les archéologues trouvent encore les traces de ces anciennes marmites. Et si l'on y posait la paume, il semble que l'on puisse sentir un reste de chaleur. La chaleur des mains qui ont bâti l'Empire, et l'on nourrit d'une simple écuelle. Mais dans cette chaleur se cache une question qui a traversé les siècles. Qu'est-ce qui a rendu ces hommes invincibles? L'épée ou la bouillie qu'ils partageaient au coin du feu? La réponse se trouve dans le dernier chapitre de cette histoire, où la bouillie romaine se transforme d'une nécessité militaire en un symbole de résilience humaine, compréhensible encore aujourd'hui. Quand Rome s'effondra, il sembla que tout ce qui avait soutenu son monde disparaîtrait avec elle. Mais la pulse survécut. Elle passa dans les cuisines monastiques, où les moines préparaient la bouillie des pauvres. Un mélange de grains et d'eau, une copie presque exacte du plat des légionnaires. Au fil des siècles, cette recette devint une partie de l'Europe paysanne. En Italie, la polenta, en France, la bouillie, en Espagne, les gachas. Toutes sont le reflet d'un goût ancien, hérité de l'armée qui conquit le monde. Et il y a une étrange justice en cela. L'Empire disparut, mais sa nourriture demeura, car l'essence de Rome ne résidait pas dans le marbre des forums ni dans les armures des légionnaires, mais dans l'habitude de partager le peu que l'on avait entre égaux. Là où la bouillie bout, là vit l'ordre, même sans étendard ni aigle. Aujourd'hui, les archéologues appellent la pulse la nourriture de la résilience. Dans chaque tesson retrouvé, dans chaque grain ayant survécu 2000 ans, le témoignage que la force de l'Empire ne résidait pas seulement dans les épées, mais dans la capacité à survivre. Rome tomba, mais sa bouillie, non. Et peut-être c'est elle, son véritable héritage, chaude, simple, ne demandant rien d'autre que de la patience et du feu. Ainsi s'achève l'histoire, commencée avec un grain tombé dans la poussière d'un champ italique. Un grain d'où naquit un empire, capable de se nourrir et de se défendre. Lorsque les légions disparurent, la flamme des foyers ne s'éteignit pas. Elle passa dans la mémoire humaine, là où la nourriture simple devient un symbole d'endurance éternelle.